Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ce premier lunch connecté de l'année organisé par l'association La Mêlée, un réseau associatif qui accompagne les entreprises et organisations dans leur transformation digitale depuis déjà 20 ans maintenant. Alors aujourd'hui, on va parler de transformation numérique sur le plan juridique et RH avec Marine Dubois et Mehdi Ouchalal qui sont les cofondateurs de la startup Canoun, un service juridique porté par Legal Place et au sujet d'un sujet d'actualité qui est le télétravail. Alors, depuis presque un an de télétravail forcé pour une grande majorité d'entreprises qui le peuvent en France, les entreprises ont réagi de manière différente et se sont adaptées en fonction de leurs moyens. On peut citer notamment l'exemple de Dell, donc, dont le site montpelliérain compte plus de 900 salariés et dont la directrice Muriel Avinins a annoncé pas plus tard que la semaine dernière que les salariés de Dell Montpellier resteraient massivement en télétravail à raison de 2 à 3 jours par semaine, et ce, même après la crise du Covid. Alors, les principales questions aujourd'hui, les principaux enjeux pour les entreprises sont déjà quel cadre juridique donner pour une politique de télétravail réussie en entreprise, et aussi quelle gestion d'un point de vue managériel, organisation du temps des salariés, contrôle des tâches, mais aussi bien-être au travail. Marine Dubois et Mehdi vont nous expliquer tout cela. C'est à vous. Ok, bienvenue à tous. Bienvenue. Je laisse Mehdi Ouais, introduire. donc avant de commencer, je vais vous présenter rapidement donc Legal Place et Canoun. Legal Place est une legal tech fondée il y a à peu près 5 ans dans le domaine du droit, donc legal tech, et dont la mission est de digitaliser l'offre juridique pour apporter les meilleures pratiques du droit aux PME et aux startups. Les meilleures pratiques, donc de quelle manière? Donc, grâce à la technologie. Et donc, ça veut dire que très vite, on s'est focalisé sur la création d'une technologie qui permet de robotiser toutes les tâches très répétitives dans l'offre juridique. Et donc, quand on parle d'offre juridique, c'est des contrats, c'est des opérations aussi. Donc, en droit, en fait, par exemple, en droit social, quand on lance, par exemple, un accord d'entreprise, une embauche, une charte de télétravail, c'est une opération. Et donc jusqu'ici, les acteurs du droit le faisaient à la main. Ils utilisaient Word, ils sortaient des documents, ils géraient leur calendrier sur leur Outlook. Et donc, ce qu'on a créé, c'est une technologie qui permet de digitaliser de bout en bout toute cette opération, de la gestion des différentes étapes jusqu'à l'émission des documents sur mesure. Et tout ça, dans quel but? Dans le but de un peu standardiser une offre dans laquelle on met vraiment les meilleures pratiques et la rendre accessible aux PME et aux startups. Parce que aller chercher du conseil sur mesure, ça a un coût. C'est un coût qui est le temps de l'avocat et qui, en pratique, aujourd'hui en France, est assez peu accessible aux PME. Et donc, elles préfèrent parfois se débrouiller, parfois faire appel à leurs experts comptables qui ont des tarifs moins chers. Mais du coup, en fait, on n'a pas forcément les meilleures pratiques. Donc, la technologie nous permet d'apporter les meilleures pratiques grâce à la digitalisation. À côté de ça, donc, on a lancé ça. On a un site qui fait 2 millions de visites par mois, donc un site de contenu juridique, qui est le premier site de contenu juridique en France. Et à côté de ça, en fait, on a eu beaucoup de clients, des startups, des PME, qui nous ont demandé plus. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'à côté de Legal Place, a été créé un cabinet d'avocats par Marine Dubois et moi-même, qui peut apporter plus à nos clients, qui peut apporter du conseil juridique. Et donc, on utilise la technologie de Legal Place pour proposer toute une série d'opérations digitalisées, clés en main, dont nos clients peuvent se saisir eux-mêmes, et nos avocats interviennent et se concentrent, ils concentrent leur temps sur l'essentiel de ce qu'ils savent faire, à savoir le conseil juridique, et qui est presque du conseil stratégique. Pour l'instant, Canoun ne fait que du droit social, puisque c'était ça en fait que nos clients nous demandaient principalement. C'était là où ils avaient le principal de problématiques juridiques récurrentes, et c'est ce que nous avons décidé de digitaliser en premier. Et donc le sujet du télétravail, c'est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles on a lancé Canoun, c'est parce que quand on est tombé en confinement, donc le premier confinement était tel qu'on s'en rappelle tous très très dur, c'est-à-dire qu'il y avait c'était vraiment très exceptionnel, les cas d'autorisation de venir travailler au bureau étaient vraiment exceptionnels. Toutes les entreprises se sont retrouvées d'un coup à devoir appliquer du télétravail. Beaucoup n'étaient pas du tout organisés. Et donc, c'est là qu'on a eu beaucoup de demandes.
qu'il fallait qu'on traite au cas par cas chaque client. Et on a décidé vraiment d'apporter des réponses très adaptées et qui collent vraiment aux meilleurs standards du marché. Donc, c'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Je laisse peut-être Marine se présenter. Donc, oui, moi-même, je suis ancien avocat. Enfin, j'étais ancien avocat. J'avais quitté le barreau pour créer cette Legal Tech avec des ingénieurs, des gens qui sont dans la finance, qui ont fait des écoles de commerce, donc plein de profils différents. Marine, donc j'avais quitté le barreau. Marine avait quitté le barreau aussi pour nous rejoindre et on a repris la robe pour créer Canoe. Donc, moi, je n'étais pas en droit du travail du tout. J'étais en capital investissement et en fusion-acquisition pendant à peu près 12-13 ans avant de créer Legal Place. Et là, j'ai repris la robe, comme on dit. Je laisse du coup Marine se présenter. Oui, très brièvement, parce que tu l'as très bien fait. Donc, effectivement, je suis également avocate, pour le coup, en droit du travail depuis le départ. J'ai plus d'une dizaine d'années d'expérience. Et j'ai pu, au sein de Legal Place et de Canoe, justement, mettre à profit cette expérience pour créer une nouvelle relation client, de client à l'avocat, pour la rendre la plus vertueuse possible et la plus accessible, comme le disait Mehdi. Voilà. Si maintenant on rentre dans le sujet du télétravail, nous on a voulu en fait distinguer deux champs qui nous paraissent totalement différents et qui doivent être abordés de manière différente. Pourquoi? Parce qu'elles ont des causes qui sont distinctes et puis un cadre juridique qui n'a rien à voir. Voilà. Il y a d'une part la période qu'on vit aujourd'hui, on vit depuis presque un an maintenant et qui malheureusement est vouée à continuer encore probablement quelques semaines, voire quelques mois. C'est cette période de télétravail, j'ai envie de dire, subie. Et puis dans un deuxième temps, il y a le télétravail tel qu'aujourd'hui, déjà beaucoup d'entreprises, beaucoup d'organisations sont en train de la penser, voilà, parce qu'ils savent pertinemment que demain, quand on reviendra sur un monde du travail, disons, plus normal, eh bien, les choses ne s'opéreront pas de la même manière qu'elles se sont opérées tel qu'on l'a connu en 2019, et que le télétravail, qui était relativement exceptionnel et réservé, disons, à des startups ou des cadres plus, va être extrêmement généralisé. Généralisé parce que les entreprises ont pu voir un certain intérêt dans la mise en place du télétravail, en termes économiques, de réduction de coûts aussi. Donc, on a des entreprises parmi nos clients qui ont rendu leurs locaux. Et qui ne comptent pas en reprendre à l'horizon fin 2021. C'est une nouveau mode d'organisation qu'ils entendent mettre en place de manière très pérenne. Et puis, on a des structures où on a des salariés qui aimaient ce télétravail. Alors, pas sur un mode subi 100% tel qu'on le connaît aujourd'hui, probablement. On sait que le télétravail demain, ce sera sur un mode qui sera disons, alternatif. Il y aura une touche de présentiel et une touche de télétravail, et c'est ça qui rendra l'organisation de l'équipe harmonieuse. Et ça, il faut l'organiser, il faut se poser les bonnes questions. Voilà. Donc, on voulait quand même faire un premier point sur le télétravail aujourd'hui, qui a une cause, vous savez, qui est sanitaire, avec des enjeux qui sont radicalement différents ou qui n'en restent pas moins tout à fait importants à rappeler. Et puis, ce cadre juridique donc, qui est très différent et qu'on va rappeler au préalable. Donc, la règle aujourd'hui, c'est laquelle? C'est effectivement le télétravail que l'employeur doit imposer quand il est rendu possible. Et alors, la base de ce qu'on rappelle là, c'est un protocole national de santé des salariés qui a été pour la première fois mis en place lors du premier confinement, daté de mai. Et il est actualisé très régulièrement selon la période qu'on est amené à vivre. C'est-à-dire qu'on avait, comme l'a rappelé Mehdi, un protocole qui était très strict vers mai. Et puis, on a vu durant l'été des salariés qui sont revenus en présentiel. Et puis, à nouveau, à l'automne 2020, des règles strictes qui rappelaient l'obligation pour l'employeur de respecter la santé de ses salariés. Et puis derrière, on a des problématiques aussi pratiques qui sont qu'un couvre-feu à 18h, et ben, même si on veut faire revenir les salariés dans l'entreprise, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on a des salariés qui doivent partir à 16h30, à 17h, et ce n'est pas forcément compatible avec leur charge de travail. Voilà. Donc, pour toutes ces raisons, le télétravail aujourd'hui, c'est la règle qui est instituée et qui doit rester celle-ci. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire aussi que quand vous avez un salarié qui souhaite télétravailler, donc ne pas revenir, aujourd'hui, quand même, le principe, c'est de ne pas le forcer.
ou alors si on doit le faire revenir parce qu'on n'a pas le choix, parce que les missions ne sont pas télétravaillables, ce qui est le cas pour un certain nombre de missions quand même. Donc, la première réflexion d'une entreprise aujourd'hui, c'est de réfléchir à quelles missions sont télétravaillables pour les salariés et quelles missions ne sont pas. Attention, on parle de missions, on ne parle pas de poste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut, au sein d'un poste, avoir des missions qui le sont et d'autres qui ne le sont pas. Ce qui justifie aujourd'hui le fait qu'on ait des salariés qui télétravaillent en grande partie et qui reviennent pour quelques missions sur le lieu de travail. Un salarié qui aujourd'hui refuserait de revenir, une question à se poser, c'est peut-être est-ce qu'ils sont vulnérables ou pas. On sait qu'aujourd'hui, un salarié qui est considéré comme vulnérable, c'est-à-dire qu'il y a une problématique de santé ou qu'il y a un état de grossesse avancé, ne peut pas revenir. Et dans ces cas-là, il y a un régime qui existe. Le régime, c'est que ce salarié obtienne un certificat d'isolement de son médecin qu'il vous transmette et que ce salarié rentrera sous le régime de l'activité partielle. Donc, ne reviendra pas dans les locaux. Voilà. Donc, si vous devez, hors du régime des salariés vulnérables, vous pouvez avoir des salariés qui ont des symptomatiques. Alors, évidemment, là, on ne les fait pas revenir. Ils ont un arrêt de travail, vous savez, depuis quelques jours, qu'ils peuvent faire automatiquement en ligne. Et puis, vous avez ces salariés aussi cas contact, qui aussi, maintenant, peuvent obtenir un arrêt de travail en ligne. Donc, pour tout cela, on garde le télétravail. Si vous avez des salariés, je dirais lambda, qui ne répondent pas à un des cas que je viens de préciser, qui souhaitent rester à domicile, parce qu'il peut y avoir une peur aujourd'hui, une frilosité à revenir dans les locaux, assurez-vous avant tout que vous avez pris les mesures de protection nécessaires pour assurer leur sécurité et leur santé dans les locaux. Et ça, on va revenir, c'est très important. Voilà. Sinon, vous avez un salarié qui va pouvoir faire valoir ce qu'on appelle son droit de retrait. C'est sa capacité à s'extraire de son lieu de travail pour considérer que sa santé n'est pas préservée. Voilà. Et dans ces cas-là, n'insistez pas, sauf si vous êtes sûr d'avoir mis en place toute la formalisation nécessaire pour assurer son retour dans les locaux. La présence des salariés dans les locaux, on le disait, pour les seules missions qui ne peuvent pas être effectuées en télétravail. Si le salarié est en situation d'isolement, vous avez aussi des salariés aujourd'hui qui souhaitent revenir, alors que leur mission ne serait pas télétravaillable. C'est aussi une possibilité, on rencontre toutes les possibilités aujourd'hui. Comment est-ce qu'on traite ce genre de cas? Si vous êtes en capacité de l'accueillir dans les locaux, parce que vous avez repris une certaine activité, parce que les mesures de précaution, encore une fois, ont été prises, dans ces cas-là, vous pouvez accepter que le salarié revienne dans les locaux. Le protocole nous l'indique pour 1 jour de présence par semaine au maximum. Encore une fois, pour des raisons purement psychologiques, pour un salarié qui pourrait très bien télétravailler. Donc, on est sur cette notion d'1 jour de présence par semaine maximum, notion qui n'existait pas en septembre-octobre, qui a été mise en place parce que autant le volet santé physique a vraiment été prépondérant pendant les 6 premiers mois, autant vous l'avez entendu probablement dans les médias, on commence de plus en plus à entendre parler de ce volet aussi psychologique qui est lié au télétravail. Voilà. Et au fait que cette façon de travailler qui est subie et dont les salariés n'ont pas forcément les locaux à domicile qui sont aménagés pour ce faire, doivent pouvoir venir travailler dans les locaux si ça leur permet d'avoir une soupape de respiration importante. Alors, un point sur les risques. Nous dans l'approche Canoun, on n'a pas une approche anxiogène. J'apporte juste une petite précision. Du coup, je te pose la question parce que j'interagis avec toi, Marine. S'agissant du salarié qui est en situation d'isolement et qui veut venir travailler, on parle bien de venir au bureau et de l'autoriser donc à venir 1 jour maximum par semaine, s'agissant de missions qui pouvaient être télétravaillées, puisqu'il peut venir plus pour les autres missions. Exactement. Donc, on peut se retrouver finalement avec ce salarié qui est au bureau 2, 3, 4 jours par semaine, s'il a des missions, s'il a des réunions, ou s'il a des réunions qui doivent être physiques, ou des missions qui, elles, ne peuvent pas être travaillées. Donc, la règle ne veut pas dire qu'on est sur 1 jour maximum par salarié par semaine quand il en émet le souhait. C'est vraiment pour les missions qui pourraient être télétravaillées. Et sinon, pour le reste, il peut venir plus longtemps. Oui, voilà. C'est le cas. Sur l'approche risque, je ne vais pas m'y appesantir. Enfin, vous en avez probablement déjà entendu parler. Retenez quand même qu'il y a 2 sources de risques possibles pour un employeur aujourd'hui qui ne mettrait pas en place une organisation cohérente. C'est d'une part une action de la part du salarié. Je vous ai parlé très brièvement du droit de retrait, donc cette capacité à s'extraire pour rentrer chez lui parce qu'il considérait que vous n'avez pas pris les mesures. On peut aller plus loin, c'est-à-dire qu'un salarié, par exemple, qui arrivera à prouver qu'il aurait contracté
le virus sur le lieu de travail, ce n'est pas forcément simple en termes de charge de la preuve. Ça peut arriver sur la base d'un certain nombre d'indices et de témoignages. Dans ces cas-là, pourrait aller jusqu'à faire reconnaître une maladie professionnelle et même aller rechercher votre faute inexcusable. Voilà. L'autre source de risque, elle provient de l'inspection du travail. On n'est pas dans la théorie, on n'est pas dans la théorie dans le sens où nous, on a des clients qui ont eu des contrôles d'inspection du travail. Alors, sur la base sanitaire, donc c'est-à-dire vérifier que l'entreprise a bien mis en œuvre les moyens de précaution nécessaires pour accueillir les salariés dans les locaux, et sur le volet activité partielle, voilà, où l'inspection du travail a mis en œuvre un certain nombre de contrôles ces derniers temps. Et là, si l'inspection du travail vient, elle va d'abord vérifier cette notion de poste télétravaillable, de mission télétravaillable, et puis vérifier dans les locaux, vous avez des conditions de travail qui sont adaptées. Et on va en parler sous différents points. Voilà. Alors, quelles sont les mesures organisationnelles RH qu'on met en place aujourd'hui? Alors, ça doit être pour vous, cette partie-là, une vérification de ce qui a déjà été fait et votre capacité à prendre ce qui peut-être n'a pas encore été établi dans l'entreprise, à s'en saisir pour le mettre en place au plus vite. C'est d'abord un diagnostic qui va conduire justement à considérer quelles sont les missions pouvant être télétravaillées ou pas et dans quelle proportion. Ce qui va amener pour vous à réfléchir à une notion de planning. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez défini quelles missions sont télétravaillées, vous allez définir le planning parce qu'il n'est évidemment pas question aujourd'hui que vous ayez l'ensemble de vos salariés qui reviennent travailler sur le site sur les mêmes heures, le même jour. Voilà. Donc, il va falloir travailler sur une capacité à pouvoir alterner le travail des équipes dans les locaux et à repenser l'organisation spatiale et temporelle des locaux. Temporelle, j'en ai parlé. Organisation spatiale, ça veut dire une distanciation, vous le savez maintenant, plus que jamais, entre les bureaux. Certaines sociétés vont jusqu'à mettre des parois de plexiglas. D'autres structures vont jusqu'à interdire l'accès à certaines pièces qui sont porteurs de risques, notamment l'accès au local de restauration, à la cafétéria, de salles des réunions, de salles de détente qui sont globalement ce qu'on voit chez nos clients fermés aujourd'hui. Sur la formalisation par écrit est importante sur différents points. Chacun des documents a un intérêt qui lui est propre et complémentaire par rapport aux autres. Le premier document qui est important à formaliser dans l'entreprise aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle ce fameux DERP. C'est le document unique d'évaluation des risques professionnels. C'est un document qui est essentiel. Pourquoi? Parce qu'il va pouvoir déterminer les risques qui existent aujourd'hui dans l'entreprise. Et il y a des risques professionnels qui existent de fait dans l'entreprise aujourd'hui, de manière à ce que l'employeur puisse déterminer des mesures de précaution adaptées pour diminuer le niveau de risque. Voilà. C'est un document obligatoire dès le premier salarié. Donc, il doit exister dans n'importe quelle entreprise aujourd'hui. Il prend une importance aujourd'hui encore plus essentielle. Pourquoi? Parce que le législateur a rappelé qu'il fallait impérativement que le DERP soit actualisé sur 2 points. Un, sur les risques qui sont liés à la contagion virale, voilà. Donc Covid-19, pas que, il y a les risques de contagion virale de manière plus large. Et le deuxième point, c'est sur le télétravail. Parce qu'effectivement, le télétravail peut avoir des vertus, et on les connaît, mais peut être aussi vecteur d'un certain nombre de risques professionnels qu'il faut pouvoir identifier et traiter. Et c'est le DERP qui est cet outil juridique qui permettra de le faire. Le deuxième document important, c'est le plan sanitaire Covid. Nous, on l'a mis à disposition de tous nos clients depuis le début du premier confinement et on ne cesse de l'actualiser par rapport au protocole qui évolue. Alors, petit point juridique quand même, le protocole national de santé des salariés n'a pas une vocation, je dirais, légale. Voilà. C'est un outil de recommandation qui est extrêmement pertinent, mais un salarié ne pourrait pas, parce que vous n'avez pas respecté une ligne ou une autre du protocole national de santé des salariés, pouvoir réclamer des dommages et intérêts ou une résiliation judiciaire du contrat de travail ou je ne sais quoi d'autre. Non. En revanche, le principe légal que vous devez retenir, vous, c'est votre obligation de préserver la santé de vos salariés. Voilà. C'est bien cette obligation-là qui se décline après par différents éléments, dont ce protocole national qu'on connaît. Donc, le plan sanitaire Covid est basé évidemment sur les bonnes pratiques qui sont déterminées dans ce protocole national et qui va vous permettre
d'opérer un certain nombre de choix et de déterminer des raisons objectives qui vous amènent à aller vers le télétravail ou aller vers du présentiel, sur quelle base et sur quelles règles pratiques d'accueil et de vie dans les locaux d'entreprise. L'autre document important, c'est la charte de télétravail. Alors, la charte de télétravail, elle est importante dès aujourd'hui et elle sera également importante demain pour des raisons qui sont parfois distinctes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la charte de télétravail, elle va permettre de déterminer les plages de disponibilité des salariés. Parce qu'on a des problématiques aujourd'hui de managers qui ont du mal parfois à pouvoir se mettre en contact avec des membres de leurs équipes qui sont en télétravail parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que travaille un tel ou un tel et que le respect des horaires de travail en télétravail, il est éminemment complexe. Donc, déterminer des plages de disponibilité où les équipes peuvent se contacter et on sait que la personne sera de toute manière disponible, c'est ultra pratique et donc recommandé. Le droit à la déconnexion, c'est-à-dire travailler aussi sur cette obligation de l'employeur qui est de pouvoir préserver la vie personnelle des salariés en rappelant aux salariés qu'il est amené à se déconnecter de ses outils de travail après sa journée de travail et puis les week-ends. Ça, l'employeur doit le rappeler. C'est ce qui permet de préserver la santé de ses salariés sur le long terme. Et puis, déterminer des outils du télétravail. Donc, pour certains, ça va être un ordinateur portable, une imprimante. Pour d'autres, ça va être des outils encore plus techniques pour qu'ils puissent télétravailler. Et ces outils, c'est important de déterminer, leur nature, mais deux, comment les utiliser, comment prévenir l'entreprise en cas de dommage, en cas de perte de mot de passe, comment aussi, on va le voir si on va plus loin, assurer la sécurité des données informatiques de l'entreprise. Aujourd'hui, on voit, enfin, je veux dire, ce qu'on est en train de vivre est un bon exemple de ce qui peut se passer, c'est-à-dire le fait que la sécurité des échanges peut être complètement remise en cause par l'utilisation des outils informatiques. Et ça, il faut pouvoir le réguler dans l'entreprise pour trouver des moyens de pouvoir minimiser le risque au maximum. Une charte de télétravail est encore une fois un très bon vecteur. Et le dernier outil juridique qu'on vous engage à formaliser, c'est le règlement intérieur. Le règlement intérieur aujourd'hui, il est obligatoire dans les sociétés qui ont au moins 50 salariés. Il n'est pas obligatoire pour toute entreprise. Il n'en reste pas moins une excellente pratique pour tous les salariés pour toutes les entreprises, à partir du moment où elles ont quelques salariés. Pourquoi? Parce que le règlement intérieur va venir s'adosser à votre plan sanitaire Covid notamment ou à votre charte de télétravail pour pouvoir sanctionner un salarié qui ne respecterait pas les principes, les règles que vous avez déterminées dans ces autres documents. Voilà. Sans règlement intérieur, vous aurez du mal à sanctionner un salarié. La sanction, qu'est-ce que c'est une sanction disciplinaire? Ça peut être un avertissement, ça peut aller plus loin jusqu'à une mise à pied disciplinaire, voire un licenciement. Pas obligé d'aller jusque-là. Mais en tout cas, pour avoir cette capacité de pouvoir imposer aux salariés d'appliquer ces règles qui sont des règles essentielles, parce que si vous les déterminez et que des salariés viennent à les enfreindre, ces règles, c'est tous les autres salariés pour lesquels vous créez un risque. Donc avoir cette capacité sanctionnée est importante, et par le biais d'un règlement intérieur. Une fois que ces outils ont été déterminés, il faut assurer une bonne communication en interne en impliquant autant que possible le CSE. Le CSE, qu'est-ce que c'est? C'est le comité social et économique qui existe aujourd'hui dans toutes les entreprises qui ont un minimum 11 salariés. Donc, à partir du moment où un CSE existe, il faut l'impliquer, il faut le consulter aussi. Si vous mettez en place une charge de télétravail, il faut pouvoir consulter le CSE. Un règlement intérieur également. Et puis, le tenir au courant de toute l'actualisation que vous pouvez faire des mesures de précaution qui sont nécessaires. Considérez aussi qu'ils peuvent avoir un rôle constructif, c'est-à-dire qu'ils peuvent être aussi source de propositions dans une époque aujourd'hui où toutes les bonnes pratiques sont à prendre de tout le monde. Voilà. Donc, il faut pas essayer de faire sans si au contraire on peut penser que les membres du CSE peuvent avoir un intérêt à vous aider à faire respecter ces règles sanitaires en interne et à faire remonter les problématiques qui sont liées au télétravail. Évidemment, une communication auprès des salariés et puis garder en tête le fait que la médecine du travail et l'inspection du travail sont aussi des très bons interlocuteurs qui peuvent avoir un rôle de conseil si vous avez du mal à déterminer
la façon dont, par exemple, certaines missions pourraient être télétravaillées et la façon dont vous accueillez les salariés de l'entreprise pour les salariés qui reviendraient dans les locaux. Et puis ensuite, on a beau mettre toutes les mesures les plus sophistiquées possibles, si on ne contrôle pas l'effectivité par un comité qu'on aurait déterminé, et notamment des membres du CSE, qui permettraient d'être des jalons, des intermédiaires qui viennent vous rapporter les difficultés qui peuvent exister dans la mise en place des mesures et notamment du télétravail. Je vais vous montrer ensuite une charte de télétravail telle que nous, on la met à disposition de nos clients avant qu'on enchaîne sur la deuxième partie, qui va vous permettre de voir comment nous, est-ce qu'on essaie de leur faire poser, en fait, les questions les plus adaptées pour qu'ils puissent avoir la charte de télétravail qui leur correspond. On l'a mis à disposition gratuitement pour nos clients et auprès de la communauté de la mêlée. Donc, on va vous retransmettre le lien pour que vous puissiez vous en emparer et puis tout simplement vous-même générer la charte de télétravail si ce n'est pas fait. Donc, l'idée, c'est de pouvoir, bon après, je passe sur cette partie qui n'est pas la plus intéressante, mais de rentrer dans le vif du sujet sur les questions à vous poser qui sont liées encore une fois. Hein. Télétravail aujourd'hui, télétravail demain. Là, on va pousser dans une charte de télétravail qui va vous pousser à réfléchir à la mise en place que vous allez opérer demain. Sur, par exemple, pourquoi est-ce que vous mettrez en place le télétravail demain? C'est important, dans le cadre d'un préambule, de pouvoir déterminer quelles sont pour vous les motivations qui vous amènent à mettre en place le télétravail, qui vont vous permettre d'avoir une certaine adhésion de la part du salarié ou des CSE pour favoriser et qui vont vous permettre derrière de déterminer aussi les conditions de mise en place de télétravail et puis la fréquence ou pas que vous voulez instaurer. Selon que ce soit l'équilibre, par exemple, entre la vie personnelle et la vie professionnelle, là, on va plutôt être sur du télétravail régulier. Après, vous pouvez être plutôt sur une motivation qui pourrait être liée à pallier des circonstances exceptionnelles, telles qu'on les connaît aujourd'hui, mais peut-être telles qu'on l'a connu hier sous la crise des Gilets jaunes, où il y avait un certain nombre d'impossibilités de prendre des locaux. Et ça peut être quelque chose qui peut favoriser la mise en place du télétravail, cette fois sur un mode plus occasionnel. Donc, c'est à vous de le déterminer. Une fois qu'on a déterminé le mode de recours au télétravail, on va pouvoir rentrer dans des critères de mise en place du télétravail. Attention, considérer que le télétravail est une bonne façon de travailler pour tout le monde, pourquoi pas? En tout cas, la question se pose. Nous, on a toujours tendance à considérer qu'on peut affiner les critères, et ce serait dommage de ne pas le faire, en considérant qu'il peut y avoir des critères qui sont liés, par exemple, aux fonctions du salarié, qui donne lieu, vous l'avez vu, hein, chaque fois que je coche sur une case, j'ai d'autres questions qui me sont posées pour essayer encore d'affiner ma réflexion et d'arriver sur une charte qui va être adaptée à mon besoin. Des critères qui peuvent être liés à la situation personnelle du salarié, des critères qui peuvent être liés à l'ancienneté. Nous, on favorise beaucoup auprès de nos clients le fait de pouvoir, par exemple, mettre en place le télétravail régulier pour des salariés qui auraient passé leur période d'essai, qui auraient 1 an minimum d'ancienneté. Pourquoi? Parce que le télétravail doit aussi nécessiter une certaine forme de confiance et d'autonomie dans l'exécution des missions qui peuvent être justifiées par la mise en place d'une condition d'ancienneté. Ça peut être également des critères qui sont liés au type de contrat. Par exemple, considérer que les CDD, dans la mesure où il y a un caractère temporaire, le télétravail n'est pas forcément adapté. Ensuite, on rentre dans la détermination de quelle fréquence je veux opérer pour mon télétravail. C'est une question très pertinente aujourd'hui. On voit, nous, des façons de faire très différentes chez nos clients. Moi, j'ai un client à qui je parlais encore hier qui me disait moi, finalement, ça me va très bien si mes salariés viennent travailler dans l'entreprise 3 jours par mois. C'est tout, ça me suffit. Pourquoi pas? Ça demande pour lui une organisation importante pour que le télétravail soit complètement adapté et que ces 3 jours de présentiel aient une vocation à créer une cohésion dans les équipes, ce qu'il a évidemment bien en tête, quand d'autres, au contraire, vont être plutôt sur « OK, mais 1 jour par semaine, ça serait bien, parce qu'on considère qu'effectivement, au début, en fin de semaine, pourquoi pas, ou le mercredi, il puisse y avoir une possibilité pour le salarié de ne pas avoir à utiliser les transports en commun. » Donc ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Tout est possible à condition d'avoir l'organisation qui va avec.
La mise en œuvre du télétravail, donc considérer comment, là on rentre dans des considérations plus pratiques, et de savoir quand le passage au télétravail va se faire, est-ce que c'est l'entreprise qui prend la main pour le proposer aux salariés? Est-ce que c'est le salarié uniquement? Est-ce que c'est les deux? Évidemment, le plus souvent, ce sont les deux parties. Voilà. Et tout un nombre de questions qui vont vous emmener à ce qui est intéressant dans notre outil. Vous le verrez plus tranquillement. C'est que vous voyez la charte tout simplement se générer au fur et à mesure de la génération du questionnaire et des questions auxquelles vous répondez. Voilà, la charte se génère avec les clauses qui viennent s'agréger sur le document. Document vous pouvez récupérer à la fin en format Word ou PDF. Ça fonctionne comme ça sur tous les outils digitaux qu'on met en place, que ce soit le CDI, que ce soit le plan Covid, que ce soit des avenants de contrat de travail, des documents de rupture, toujours la même façon de faire, de collecte de documents qui après permettent de générer un document totalement personnalisé avec toutes nos bonnes pratiques et une sécurité juridique absolue. Je reviens sur le télétravail dans le monde d'après, où là, on passe, je vous le disais, des problématiques… Ouais. Mehdi, tu nous en dis un mot? En fait, ce qu'on constate, il y a plein d'études qui ont été faites pendant le premier. Alors, le premier confinement était particulier, puisqu'il y avait les enfants à la maison, donc l'efficacité des salariés. D'ailleurs, il y avait un congé maladie garde d'enfants, un arrêt de travail garde d'enfants spécifique, ce qui du coup a autorisé un recours massif, a entraîné un recours massif à l'activité partielle. Mais pour ceux des salariés qui n'avaient pas d'enfants et après, s'agissant du deuxième confinement où les écoles restaient ouvertes, les études nous montrent qu'il y a eu une grande efficacité des salariés en télétravail. Alors, pour plein de raisons, une organisation, une meilleure harmonie entre vie privée et vie professionnelle, une responsabilisation des salariés. Il se trouve qu'ils étaient chez eux très peu dérangés, ils s'aménageaient des espaces de travail et ils étaient assez peu dérangés par leur cadre privé et aussi par leurs collègues, parce qu'au bureau, on est dérangé par ses collègues, donc on est peut-être moins efficace. Et donc, il se trouve que la productivité des salariés a été, contre toute attente, assez élevée. Donc ça, c'était un atout du télétravail. Le deuxième point, c'est pour les employeurs eux-mêmes, pour les entreprises. Beaucoup, comme Marie le disait, ont rendu leurs locaux. Donc, ils étaient en fin de bail ou en bail précaire ou par exemple dans des espaces de coworking. Donc, pour diminuer la charge, elles ont rendu leurs locaux et beaucoup d'entre elles ont repris des locaux plus petits en anticipant un télétravail avec un roulement de salariés. Donc là aussi, pour la structure de coût de l'entreprise, c'est un gros avantage, c'est que du coup, les locaux de l'entreprise s'étendent, ils s'étendent y compris chez les salariés. Ça a permis aussi à la France un peu de se décentraliser parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont investi des logements en dehors de Paris, parce qu'on avait quand même une forte concentration des entreprises du tertiaire sur Paris. On constate aujourd'hui avec le télétravail un flux de salariés du tertiaire, donc des cadres, vers les grandes villes de province, et notamment Montpellier, où l'immobilier, les agences immobilières à Montpellier disent que l'immobilier locatif et à l'acquisition a flambé avec cette crise du Covid. Tout ça, en fait, entraîne un phénomène où le télétravail apporte un plus à la fois à l'économie, à l'entreprise, donc au niveau micro et au niveau macro. Et il y a une étude EY qui est sortie il y a quelques mois, assez intéressante, qui disait qu'avant le Covid, on avait 20% des salariés qui télétravaillaient 20% de leur temps. C'était déjà beaucoup, mais ça restait une minorité. Et on anticipe que post-Covid, donc quand on n'aura plus de contraintes sanitaires, on aura 60% des salariés qui vont télétravailler 40% de leur temps. Donc là, la tendance est inversée, c'est-à-dire que le télétravail occupe quasiment la moitié de la manière de travailler dans la France de demain, et pas que la France, tous les pays. Tous les pays qui ont une forte activité dans le secteur du tertiaire. Et donc, tout ça, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir nécessairement repenser l'organisation RH, la repenser dans l'organisation du temps de travail, puisque le salarié, en fait, c'est très difficile de contrôler son temps de travail quand il est à la maison. Repenser l'organisation du management, parce que le management se fait différemment à distance versus
dans les locaux où le manager est là, avec ses équipes, repenser la manière de se réunir, de faire des réunions. Et tout ça, en fait, il va falloir l'institutionnaliser. Et pour ça, il faut utiliser le droit. Il faut utiliser les outils que la législation française met à disposition de l'entreprise pour créer un cadre, non pas rigide, mais un cadre qui vient apporter et institutionnaliser tous ces aménagements qui bouleversent la manière de travailler dans l'entreprise. C'est ça. C'est pour ça que se restreindre à la formalisation d'une charte de télétravail, c'est absolument pas suffisant. Il y a vraiment d'autres questions sur des sujets connexes qui doivent se poser dans la réflexion générale et qui vont permettre d'arriver à une organisation qui a du sens. Voilà. Et qui nécessite une analyse aussi juridique, la prise en compte, au-delà du simple RH. Donc, sur un point plus RH, les outils évidemment adaptés aux salariés en télétravail, c'est une évidence, et beaucoup de sociétés le font aujourd'hui, on l'a vu, les outils de communication, aller plus loin sur des outils collaboratifs qui permettent de travailler à distance ensemble sans forcément recourir à l'email qui n'est pas quand même l'outil souvent le plus adapté. Donc bon, les Slack, les Slides, les Notion ont pris beaucoup d'importance aujourd'hui et en prendront de plus en plus. Et puis aller vers aussi des outils d'automatisation. Parce qu'il y a des études qui montrent de manière intéressante qu'un salarié en télétravail va avoir beaucoup plus de mal à se concentrer sur des tâches à faible valeur ajoutée, des tâches pas intéressantes. Voilà. Parce qu'il va être potentiellement dérangé par une machine à lancer ou un repas à préparer. L'humain est comme ça. Et donc, il y a une nécessité de pouvoir aider ce salarié en télétravail à se concentrer sur des tâches plus forte valeur ajoutée, si possible. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire du coup limiter les tâches qui sont chronophages. Voilà. Autant que possible, évidemment, selon les postes. Ensuite, il y a une vraie réflexion à avoir. On en a un tout petit peu parlé sur le contrôle de sécurité des données de l'entreprise. Vous avez du matériel professionnel au domicile du salarié. Donc, ça pose beaucoup de questions sur la localisation du matériel, le fait que le salarié doive fermer son ordinateur, de manière à ce que quelqu'un de sa famille ou une tierce personne ne puisse pas accéder aux données. Évidemment, sur la mise en place d'outils tels qu'un Wi-Fi avec une bonne connexion. On ne peut pas bien télétravailler aujourd'hui si on n'a pas une connexion parfaite. Donc, c'est une assurance également. Quand on met en place un télétravail, il y a une nécessité d'avoir une assurance habitation qui permet de le faire. Parce que si vous avez un salarié qui a un dommage à domicile, du type un début d'incendie créé par un court-circuit lié à l'ordinateur, oui, c'est dans le cadre du travail et la responsabilité de l'employeur pourrait être engagée. Aujourd'hui, les assurances peuvent fournir des attestations qui indiquent qu'il y a effectivement une couverture qui est faite, y compris dans le cadre du télétravail. Donc, c'est important de s'en prémunir. Vous avez également, à l'inverse, des outils personnels qui sont utilisés à titre professionnel par le salarié. Et là, de la même manière, il faut pouvoir le cadrer. Ça, c'est le cas notamment du téléphone portable qui est aussi utilisé. On ne donne pas forcément des téléphones à chaque salarié. En revanche, on l'appelle sur son téléphone quand on a besoin de le joindre. Et ça, c'est pareil. Tant que ça reste du téléphone et de la réalité, très bien. Si on commence à ce que le salarié puisse avoir l'accès à des outils de réseau interne sur son téléphone personnel, on crée d'autres problématiques de sécurisation des données qu'il faut cadrer. Voilà. Impératif. Et puis cadrer aussi problématique de perte de vol d'un téléphone personnel du salarié qui, à la base, ne vous concerne pas, mais dans la mesure où il y a des données professionnelles, peut vous concerner. Comment est-ce qu'on les traite? Et ensuite, il y a toute la question qui est liée au contrôle des salariés à distance. On a des recommandations cliniques qui sont très intéressantes sur la question, alors qui viennent parfois rappeler des choses qui sont relativement évidentes quand on a un peu de bon sens, mais on a vu qu'il y avait des employeurs qui avaient du mal à finalement rentrer dans une logique du télétravail qui consiste quand même à opérer un contrôle qui est moindre. On ne peut pas contrôler un salarié en télétravail comme on fait en présentiel. Et donc, la CNIL nous rappelle qu'il ne peut pas y avoir de surveillance constante du salarié. On ne peut pas demander à un salarié d'allumer sa vidéo toute la journée ou sa webcam. On ne peut pas demander à un salarié d'envoyer, par exemple, toutes les heures, une photo du salarié, de soi devant son écran pour prouver qu'on travaille. Et on ne peut pas non plus mettre en place des keyloggers qui consistent à enregistrer les touches sur l'écran quand on tape, de manière à ce que l'employeur puisse vérifier qu'il y a une activité professionnelle qui est effectuée. Voilà. En revanche, les bons usages,
c'est plutôt de changer en fait de mode management. Donc, ça demande une vraie réflexion qui implique l'employeur, mais aussi le management de proximité, de manière à passer du micromanagement à des managements qui soient plus dans une politique de résultats plus que de moyens. C'est-à-dire avoir aujourd'hui un salarié qui travaille plutôt de 9h à 11h, à la limite, tant que la tâche est faite dans la deadline qu'on lui a attribuée, très bien, et ça va. Et il y a des entreprises aujourd'hui qui ne fonctionnent pas comme ça, ou des managers en tout cas qui ne le font pas. Et évidemment, le télétravail va amener à avoir un peu plus de souplesse, qui n'amène pas à dire que le salarié doit faire ce qu'il veut quand il veut, mais au contraire, avoir une certaine souplesse avec un cadre déterminé qui permet d'avoir, dans ce cadre déterminé, cette souplesse qui permet d'arriver quand même à ce que le salarié fasse les fonctions qui lui sont attribuées en répondant de manière satisfaisante à ce qu'on attend de lui. Et puis nous, il y a un dernier point qui est extrêmement important d'un point de vue juridique, c'est que le télétravail aujourd'hui rend extrêmement complexe le suivi du temps de travail du salarié. Or, le suivi du temps de travail du salarié, c'est une obligation légale pour tous les salariés qui sont aujourd'hui sur une base horaire. Quand un salarié travaille à 35 heures, ou sur un forfait heure qui peut être 37 heures, 39 heures, peut-être que c'est inscrit dans son contrat de travail, il y a une obligation pour l'employeur de pouvoir contrôler que les horaires sont respectés. Comment est-ce qu'on le fait aujourd'hui? On affiche les horaires collectifs dans l'entreprise, à minima, pour dire les horaires. C'est 9h midi, 14h, 17h30, par exemple. Et le salarié doit s'y conformer, Et si le salarié est encore dans les locaux à 18h, l'employeur peut lui taper sur l'épaule en disant maintenant tu rentres parce que tes horaires ne sont pas selon. Si je caricature, c'est comme ça que ça doit se passer. Et on le sait, la réalité est bien différente. Et la réalité étant bien différente, les risques juridiques sont nombreux pour l'employeur qui aujourd'hui n'est pas en capacité pour un salarié qui est chez lui de vérifier à quelle heure le salarié travaille. Parce que le salarié peut trouver un certain bien-être à pouvoir s'arrêter à 16h pour prendre du goûter avec ses enfants et puis reprendre une heure plus tard à 17h. Et à la fois, si le travail est fait et que le nombre d'heures est déterminé, quel problème? Sauf que des emails envoyés à 19h30, des calls organisés tard le soir pour permettre aux salariés de prendre du temps l'après-midi, c'est quand même une épée de Damoclès au-dessus de la tête de l'employeur qui va pouvoir avoir un salarié qui va venir lui demander après la réalisation d'heures supplémentaires avec une prescription de 3 ans. Il y a des solutions juridiques qui existent que nous, on met en place aujourd'hui chez beaucoup de nos clients. C'est réfléchir à une notion de temps de travail qui ne soit pas sur une base d'heures de travail, mais bien sur une notion de temps de travail en jours travaillés. Et ça, c'est ce qu'on appelle la mise en place d'un forfait jour. Le forfait jour, aujourd'hui, il existe pour beaucoup de cadres qu'on dit autonomes. La problématique qu'on rencontre, c'est qu'il y a une convention collective qui sont parfois mises en place, pas toutes. Si on n'a pas de convention collective qui prévoit le forfait jour dans son entreprise, on ne peut pas le mettre en place, sauf si on met en place un accord d'entreprise. Et nous, c'est ça qu'on fait beaucoup dans les entreprises qu'on suit. On leur met en place un accord d'entreprise qui est extrêmement simple. C'est le cas aussi pour des conventions collectives qui, pour celles-ci, auraient un dispositif de forfait jour qui serait intégré, mais qui ne correspondrait pas aux besoins de la société. Je m'explique. La convention collective, par exemple, des bureaux d'études techniques, aujourd'hui prévoit un dispositif forfait jour, mais le restreint aux salariés qui perçoivent à minima 50 000 euros par an pour une position 3.1, qui est une des 3 positions de cadre les plus élevées de la convention collective. Si vous ne répondez pas à vos critères de 50 KE position 3.1, le salarié ne peut pas rentrer dans le dispositif forfait jour. Or, vous avez plein de salariés aujourd'hui qui sont des cadres autonomes qui touchent 35, 40 KE, ou même des non-cadres qui sont extrêmement autonomes dans la gestion de l'emploi du temps et qui pourraient bénéficier du forfait jour et ne peuvent pas. Et la solution pour leur faire bénéficier du forfait jour, c'est un accord d'entreprise forfait jour. C'est relativement simple à mettre en place. Ça va dépendre. L'accord d'entreprise, ça veut dire quoi? Ça veut dire un accord signé entre l'employeur et un interlocuteur en interne qui va, selon l'effectif de l'entreprise, être des salariés qu'on va consulter par référendum, la majorité des 2/3 dans les plus petites structures, ou le CSE, qui est un interlocuteur très pertinent pour la signature d'un accord d'entreprise. Derrière, on va signer un avenant forfait jour et on va pouvoir être sur une réalité du temps de travail qui va être complètement connectée
au contrat de travail des salariés tels qu'on les aura maintenant déterminés. Voilà. Donc ça, ce sont des choses qui doivent être également prises en compte dans la réflexion. Voilà. C'est ce qu'on voulait évoquer aujourd'hui. On serait ravis de répondre aux questions, aux commentaires que certains de vous pourraient avoir. Je vais prendre la parole. Tout d'abord, merci pour cette présentation très complète. Et la charte de télétravail a l'air hyper intéressante et adaptable aux entreprises. Est-ce que ce serait possible de mettre le lien dans le chat pour que les personnes puissent avoir plus d'infos sur comment se la procurer? Parmi les personnes présentes, est-ce qu'il y a des chefs d'entreprise ou des cadres, des personnes du coup qui seraient amenées à mettre en place ces règles de télétravail dans leur entreprise ou leur service? Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes des personnes salariées qui souhaitent en savoir plus sur le cadre légal et la manière dont vous pourriez suggérer des choses à votre manager? La parole est à vous. Vous pouvez maintenant désactiver votre micro. Y compris pour compléter ou nous challenger sur un point ou un autre. On serait ravis d'échanger et de partager nos expériences respectives. Bon, eh bien. Bon, si on n'a pas de questions immédiatement là et que des questions vous viennent plus tard, on vous invite à vous rendre sur le site Canon Légal et envoyer directement un mail soit à Marine, soit à Mehdi. Tout à fait. Ah, on a Laurence Bernard qui nous dit dans le chat, pas de questions mais présentation très bien. Et cette dame est DRH. Merci Laurence pour votre retour. Merci Laurence. Il est 12h28. On est pile dans le timing prévu. Eh bien, si c'est bon pour vous, je vous propose qu'on se donne rendez-vous sur le prochain Lunch Connecté qui se déroulera le 16 février et où on parlera de copywriting. On passe d'un sujet à l'autre. C'est ça qui est intéressant à la mêlée. Merci Amandine, c'était un plaisir. Merci à Marine, merci. Au revoir. Merci à tous. Excellente fin de journée.